victimes de Covid-19. Y avait-il une proximité sociologique entre la Chine, l'Italie, la France, les États-Unis, l'Afrique? Non. Le monde est un grand village. Et ce qui peut arriver à X peut arriver à Y. Si on veut donc réduire le Covid et les malheurs à ce qu'on appelle les proximités sociologiques, eh bien, puisque le Covid-19 n'est parenté qu'aux Chinois, il n'a donc qu'à tuer les Chinois. Pourquoi le Covid-19 a tué Manu Dibango? Ils sont parentés où? Où est la proximité sociologique avec Pape Diouf? Où est la proximité sociologique avec la France? Où est la proximité sociologique avec tous ceux qui sont en train de mourir en Afrique? Aujourd'hui, vous regardez très bien, lorsque Madagascar trouve un remède qu'on appelle le Covid organique, ce n'est pas Madagascar qui danse. C'est le Cameroun, c'est le Gabon, c'est la Guinée équatoriale, c'est la Guinée-Conakry, c'est le Congo, c'est la RDC. C'est toute l'Afrique qui est fière. Parce qu'on parle de panafricanisme. C'est là où tout le monde se reconnaît comme étant malgache. Y a-t-il une proximité sociologique entre Madagascar, qui est une île si lointaine, et le Cameroun? Non, parce que ce qui est bien est bien. Ce qui est bien pour tout le monde. Pour toute l'Afrique et même pour toute l'humanité. Regardez comment se préoccupe le jeune président malgache de l'avenir de l'Afrique. Regardez comment il se défend comme un lion. Il a envoyé, lui qui n'a qu'à peine 39 ans, de l'aide à tous les pays africains. Personne n'a acheté ce médicament. Il a dit, essayez ceci, si ça peut marcher. Africains, unissons-nous, comme les Américains sont unis, comme les Asiatiques sont unis, comme les Européens sont unis. Mais chez nous, c'est plutôt la proximité sociologique, ethnique. On ne veut pas se souder. Regardez donc l'exemple de Madagascar, qui a tendu la main, qui a offert des produits, qui a dit voici l'artémisia, ce qui vient de notre sol que Dieu nous a donné, et qui nous permet enfin de parler devant le monde entier, au moment où la première puissance, les États-Unis, ne parviennent pas à trouver la solution, au moment où la France est en débandade. Pour une fois, l'Afrique peut être un exemple, dans la mesure où, aujourd'hui, il n'y a pas un seul mort à Madagascar. Madagascar peut, aujourd'hui, rendre les Africains fiers, dans la mesure où on a vu un jeune président, contrairement à nos chefaillons des comptoirs coloniaux, qui sont toujours la tête baissée, pour dire, oui monsieur, à la France, on a vu le jeune président malgache dire non à l'OMS, non à la communauté internationale. Oui, je vais sauver mon peuple. Et on a même vu comment est-ce qu'il a ouvert une enquête contre l'Institut Pasteur. Parce que, au moment où on est en train de vouloir lui mettre les bâtons dans les roues pour prouver que l'artémisia ne soigne rien et qu'il y a une prolifération des cas de Covid-19 à Madagascar, lui, il a réussi plutôt à les piéger. Lorsque vous vous rendez compte que dans la journée du 7, Madagascar publie les chiffres. Et qu'est-ce qu'on voit? L'Institut Pasteur, lui aussi, publie les chiffres. Alors que à Madagascar, il y a environ 4 à 5 contaminés.
l'Institut Pasteur, qui dépend de la France, publie plutôt que c'est 67 contaminés en une seule journée. Le gouvernement ne comprend pas. Et pendant ce temps, l'OMS, lui aussi a ces chiffres qui sont déjà à plus de 235, 232, voulais-je dire, cas contaminés. Et qu'est-ce que le président a dit? Je n'y crois pas. Il a chargé le Premier ministre d'ouvrir une enquête. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ça a été falsifié. Les chiffres ont été tronqués. Et qu'il y a eu de fausses contaminations. Cela veut dire que sur les 55 échantillons qui étaient supposés être positifs, on est reparti avec ça dans un autre laboratoire, l'IPM, et dans le centre d'infectiologie, Mérieux, où après avoir fait les tests, on se rend compte que sur les 55 échantillons, les résultats viennent d'être publiés, il n'y a que 5 qui étaient contaminés au Covid-19. Voyez donc comment est-ce que la communauté internationale, voyez donc comment l'OMS, voyez donc comment l'Institut Pasteur sont en train de vouloir absolument manipuler les Africains, sont en train de vouloir contrecarrer un pays africain qui a trouvé une solution, puisque en toute chose, il faut considérer les résultats. Si jusqu'à présent, ceux qui ont bu le Covid organique, personne n'est mort, mais pourquoi dire aujourd'hui qu'il faut encore plusieurs essais cliniques? Mais les résultats sont là. Et il a réussi à les remettre dans l'encote. C'est comme ça que l'Afrique devrait fonctionner. C'est-à-dire que à une certaine période, montrer que nous pouvons être autonomes, montrer que nous pouvons être indépendants, que nous pouvons nous émanciper et non toujours recevoir des leçons. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui souvent est flexible au niveau de la colonne vertébrale, à savoir Macky Sall, il a réussi à redresser la crête comme un coq chez lui, en disant, la France a ordonné que désormais, les vols Air France en direction de l'Afrique reprennent. Mais Macky Sall a dit, ils ne m'ont pas consulté. Moi, c'est encore le confinement. Jusqu'au 30 mai. Donc je ne peux pas ouvrir mes frontières. Et oui, et il a mis Air France en demeure. Mais en Afrique centrale, qu'est-ce qu'on dit? Macky Sall, Ouattara sont des valets, des wagons de la France. Et pourtant, c'est nous plutôt en Afrique centrale où pratiquement on voit qu'aucun dirigeant ne peut lever sa voix contre la France. Regardez ce qui se passe actuellement. La République centrafricaine n'a encore enregistré aucun décès de Covid. Mais en milieu de semaine, qu'est-ce qu'on voit? Des Européens qui embarquent de plusieurs nationalités, les ONG, et viennent déjà avec le matériel contre le Covid dans un pays qui n'a même pas encore 200 cas ou même 150 cas de Covid-19. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Et dans le reportage, puisqu'ils embarquent à Lyon, on se rend compte que le journaliste nous dit qu'il y a les médicaments dans cette zone là-bas. Attendez. En Europe, vous avez dit que la chloroquine ne soigne pas. Vous dites qu'il n'y a pas de vaccin.
Vous dites qu'il n'y a aucun traitement. Mais quels sont donc les traitements qui sont en train d'arriver en Afrique et qui vont en République centrafricaine? Et qui va les recevoir? C'est le président Touadéra qui va les recevoir. À peine c'est reçu, c'est déjà au niveau du Cameroun, à Garoua-Boulaye. De quoi s'agit-il? Est-ce que la République centrafricaine, aujourd'hui, a un problème de Covid? Non. La République centrafricaine a un problème d'insécurité. Les Nations Unies ont dit, nous envoyons la mission, la MISCA là-bas, pour essayer de combattre les groupes rebelles. Est-ce que cela empêche que la République centrafricaine, qui n'a que 5 millions d'habitants, que ce soit les mêmes problèmes? 90% du territoire géré par les rebelles. Et pourtant, lorsque vous arrivez à Bangui, vous allez voir les avions des Nations Unies qui sont alignés, une trentaine, voire une quarantaine. Qu'est-ce que ces avions font là? Regardez pendant ce temps Andéré, des massacres, on brûle les maisons, on évente les femmes, on égorge les enfants, on mange même de la chair humaine. Et pourtant, on dit qu'il y a les soldats de l'ONU là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font donc dans ce pays depuis des années et des années? Et quand on voit les gens débarquer, les gens embarquer pour arriver là-bas, mais un président de la République qui va lui-même recevoir le matériel, accueillir le représentant de l'Union européenne à l'aéroport. Vous avez déjà vu un président européen, même du le plus petit pays, venir recevoir le matériel à l'aéroport? Donc, le matériel qui n'est pas validé en Europe, les produits qui ne sont pas reconnus en Europe, entrent en Afrique, sont reçus par les chefs d'État. Mais l'OMS menace les présidents africains, les États africains, de recevoir l'artémisia, qui fait ses preuves, qui guérit les gens à Madagascar, qui est reconnu en Chine. Ils ne vont pas dire la même chose en Chine. Ils viennent dicter en Afrique. Et le valet qu'on appelle Touadéra, il se lève, il s'en va. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Bokassa, où la France disait, tu viens commander le vin chez nous, tu commandes les chevaux pour devenir empereur, tu commandes ceci, tu commandes cela. C'est la même chose qui continue. Et comme l'élection présidentielle doit bientôt avoir lieu, on active le bon monsieur comme ça, crac, crac, crac. Les Africains étaient en train de danser. Oh, la République centrafricaine, désormais, il y a la Russie là-bas, on ne peut plus faire ceci. Ah, ils sont là et tout et tout. Les gars de Poutine. Je vais vous rappeler une chose. Karim Kwaswa, qui était candidat à l'élection présidentielle et qui justement aussi est un chef rebelle. Vous savez ce qu'il vient de faire en République centrafricaine? Il est entré avec des rebelles, avec des bœufs. Ils sont arrivés à Bangui. Ils sont actuellement stationnés à Bangui. Lui-même, il a pris marathon pour aller s'agenouiller. C'est-à-dire que Touadéra, quand il a appris que Mekasso était déjà là avec ses rebelles, Touadéra est parti voir Sassou Nguesso pour supplier. Les Russes étaient là. Ils croisaient les bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Pour vous dire que toutes ces puissances viennent en Afrique. Comme les Russes sont venus là, leur diamant est là, ils prennent. Toutes les matières premières sont là. Et comme on vient encore de découvrir le pétrole en République centrafricaine, ils exploitent ça. Voilà la réalité. Quel dirigeant d'Afrique centrale, cette passoire-là, peut parler? Non. Sassou Nguesso lui-même dépend de la France. Il dit donc à Touadéra, eh bien, tu refais entrer les Français chez toi. Et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, il s'en va à l'aéroport en tremblant.
Parce qu'on va nommer comme ça. Là. Parce que déjà lui-même, pour être président là, il n'a même pas eu 3%. Mais celle qui était là, qui elle aussi était actionnée par la France, Panza, qui faisait des choses un peu compliquées dans les 4 murs avec Sassou Nguesso, elle a dit, bon, ok, c'est toi qui seras président. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle appelle souvent Touadéra, monsieur 3%. Voilà un président africain qui n'a même pas pu obtenir plus de 3%, mais on est parti faire le bourrage des urnes. Et les choses qui entrent actuellement en République centrafricaine sont en train de venir au Cameroun. Puisque je vous ai dit, pour qu'on donne un peu d'argent au Cameroun, on leur a dit, vous ouvrez les bars. Comme ça, le vaccin va vite arriver. Il faut la prolifération. Le Cameroun aujourd'hui a plus de 3000, officiellement 4. Et disent qu'ils sont où à 139 morts. Alors qu'on sait que c'est un peu plus. Voire le double ou le triple. Et dans tout ça, les Camerounais, au lieu d'accepter ce qui vient de leur, au lieu d'accepter ce qui vient de la diaspora, ils acceptent plutôt les médicaments ou les choses qui viennent de on ne sait où. On a dit, l'initiative Cameroun Survival de Maurice Kamto était une façon d'empoisonner le Cameroun. Alors que c'est les Camerounais qui se réunissent pour cotiser, pour venir en aide. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un tel pays bloque les fonds, refuse que le matériel aille aux populations démunies? Parce que Maurice Kamto est l'ennemi juré. Je vous ai dit, ce régime ne vous aime pas. Regardez aux États-Unis. Donald Trump n'aime pas la Chine. Ils sont dans des problèmes, ils se critiquent. Mais pour sauver son peuple, Donald Trump commande ses masques où? Les gels désinfectants où? Ça vient directement de la Chine. Parce que même un fou, c'est que si sa maison se brûle et que son pire ennemi lui apporte de l'eau pour éteindre sa maison, est-ce qu'il va refuser? Il va refuser l'eau parce que c'est son ennemi qui vient avec l'eau. Mais il va dire, je prends d'abord de l'eau, j'éteins ma maison. Comment on peut dire qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, le Cameroun est le pays le plus contaminé et on bloque les fonds qui ont été collectés par l'initiative Cameroun Survival? Parce qu'on déteste Maurice Kamto, parce qu'on déteste Pender Koka, parce qu'on déteste tous ceux qui sont, selon eux, d'une proximité sociologique. Alors on dit aux autres, mourez. Pendant ce temps, où sont les 165 milliards que le FMI a donc donnés pour justement combattre le Covid-19? Où sont les masques d'échappement? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui vous disent là, proximité sociologique. Ils ont créé plutôt la proximité sociologique, franc-maçonnique et gombotique. Ils ont créé ce qu'ils appellent des comités de prévention contre le Covid. Toute la région de l'Est, où entrent justement les faux médicaments ou les faux vaccins,
Il n'y a que 10 personnes qui ont été nommées là-bas. À Douala. Ils prennent un monsieur qui est déjà à la retraite depuis 3 ans. Mais on refuse de l'envoyer à la retraite. On l'appelle Victor Nkamé. Victor Nkamé. Parce qu'il est franc-maçon, on lui offre 150 millions. Parce qu'entre eux, ils se partagent. Et qu'est-ce que le monsieur fait? Il appelle les membres de sa famille qui ne sont pas du corps médical. Il appelle ses enfants, dont l'un n'a même pas le BPC. Il se partage de l'argent. Le ministre Malachi vient. Au lieu de lui demander de rembourser les 150 millions, ni la prison, ni rien, on dit proximité franc-maçonnique gombotique, sociologique. Allez, on met quelqu'un d'autre et on met de l'argent. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Cet argent qui a été donné par le FMI sous l'impulsion de la France. Où sont les fonds des billards? Vous êtes contents? Je vois les brigades des patriotes qui ne sont patriotes que par leur proximité sociologique. Parce que vous allez voir ici, là, vous allez voir à 90%, ils appartiennent au même groupe ethnique. Paul Biya, Papa To, Yaya To. Ils ont vu la